Bon, rebonjour. Voilà, je vais commencer par vous parler de moi pour une fois. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait l'école supérieure de physique-chimie industrielle de Paris il y a quelques années. Ensuite, j'ai fait une recherche, des années de recherche à l'Institut français du pétrole sur l'automatisation industrielle. C'était à l'époque un sujet assez novateur, ce qui m'a conduit à me faire embaucher par Honeywell pour l'automatisation de l'aval pétrolier. Et j'ai terminé comme directeur de filiale au Portugal, en Turquie et sur les pays de la mer Caspienne. Ensuite, j'ai basculé sur... Ça s'appelle, la société, ça s'appelle Instruction de personnel, démarrage et exploitation. C'est IPEDEX, une filiale de Total et de Technip à l'époque. Et je me suis occupé pendant 4 ans de l'amont pétrolier en Afrique. Donc tout ça m'a conduit à m'occuper de centres de formation, de local content, d'inculturation dans les différents pays, en particulier linguistique, que ce soit russe, turc ou autre. Et donc de m'intéresser à ce qu'on appelle des mappings, c'est-à-dire des analyses d'état des lieux pour faire des recommandations à la fois sur le développement des ressources humaines et sur les entreprises. Le sujet qui m'amène aujourd'hui, c'est le local content. Le local content par rapport à ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on va voir cet après-midi, c'est-à-dire répondre aux projets et besoins de l'évolution des sites de production en s'appuyant sur le local content. Ce matin, on a parlé de réingénierie de sites, on a parlé d'augmentation de production, on a parlé de problèmes de maintenance avec la redondance, on a parlé de réduction du gaz torché, on a parlé de solarisation. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels nous pensons que le local content doit et peut et doit apporter sa contribution. Cet atelier est composé de 3 parties. La première qui m'incombe en pleine responsabilité, qui est de vous parler de la situation. La deuxième, c'est le projet que nous avons développé, piloté par Arclès, sur la méthodologie du local content, en particulier le mapping. Et je vais, sur cette deuxième partie, remplacer Hervé Lohou, qui est pris à l'étranger, exactement en Roumanie, sur des missions de longue durée. Et le troisième sujet, c'est Jean-Pierre qui va le reprendre pour parler des outils et des dispositifs d'accompagnement. Donc, mon premier thème, c'est l'offre et les besoins de l'industrie pétrolière, des énergies renouvelables et des groupements franco-algériens à l'international pour la Libye, le Sahel, entre autres. Je voudrais que vous vous prépariez à me poser des questions sur les trois thèmes suivants. Premièrement, quels sont les freins au développement local content sur le pétrole, gaz et UNR? Quels sont les freins particuliers que vous voyez? Et de façon à ce qu'on puisse en discuter. Deuxième sujet, c'est quelles sont les opportunités pour les groupements franco-algériens à l'international? Et le troisième, quelles sont les étapes au développement du local content? Donc, peut-être que le plus simple, vous vous préparez, et puis quand vous avez on va rencontrer ces différentes questions au fil de l'eau, et quand vous avez une idée, vous manifestez d'une façon ou d'une autre, soit par oral directement, soit par écrit. Je vais vous parler de la demande à nouveau. Alors, la demande, c'est évidemment la demande de la Sonatrach au départ. Cette demande qui est tout à fait particulière, puisque, alors je dis Sonatrach plus que les pétroliers, parce que la direction de Total ce matin nous a bien expliqué que l'opérateur, c'était la Sonatrach et que Total ne pouvait être qu'un appui, même si cet appui est significatif à la Sonatrach. Ce demandeur, il est très particulier parce qu'il est en pleine réflexion stratégique de post-pétrole. Donc, d'une part, il est demandeur de produits et de services sur l'industrie pétrolière, mais en plus, il est demandeur aussi que ce local content, il soit in country value, il soit pérenne, et qu'en particulier, il aide à migrer vers une stratégie post-pétrole. C'est pas ça. Alors, les sujets, on en a parlé tout à l'heure, production déclinante, des réserves restant à récupérer, le torchage de gaz à limiter,
la part locale des achats qui est trop basse. Total, on en a parlé tout à l'heure, il y a sans doute un sujet très fort qui est le RSE, de façon à maintenir l'image de Total à la fois sur la réduction du gaz torché, sur la sécurité, etc. Les parapétroliers internationaux, et je pourrais dire aussi locaux, parce qu'il y a des parapétroliers locaux, ne serait-ce que les filiales de Sonatrach, qui pourraient être chargés d'un projet, eh bien, ils sont pris dans un problème de court terme souvent et un problème de seuil de rentabilité. Et puis, il faut se souvenir que tout ça, c'est piloté par des attentes algériennes dont on a parlé ce matin. Là, en termes de l'offre, là maintenant, l'offre, quand je dis offre, c'est l'offre des produits et des services offerts par les entreprises, les contracteurs, les sous-traitants. Donc, où on en est, une volonté légitime de développer l'industrie nationale, ça c'est clair. Et non seulement c'est une volonté, mais c'est une absolue nécessité, on en a parlé tout à l'heure. Il s'agit aussi de donner un moyen de promouvoir les énergies nouvelles, de promouvoir la décarbonation. Ensuite, le deuxième sujet, c'était le projet de développement pétrolier. Finalement, il vise un taux d'intégration à 55% à l'horizon 2030. Et en même temps, à maintenir le niveau des expertises si des expatriés sont amenés à partir et le remplacer par des locaux avec des expertises ad hoc. Développer les capacités industrielles locales sur les services et les produits à haut degré de technicité. Donc l'idée, c'est de ne pas se limiter à des produits relativement banals et de pouvoir aussi viser des hauts niveaux de technicité. L'objectif du projet Local Contact, c'est donc identifier et promouvoir les sociétés locales en mesure de fournir les services et les produits. Donc, les sociétés qui déjà fournissent ces produits et ces services, les aider à se développer, identifier et accroître les capacités des sociétés locales disposant du potentiel requis, donc aider les autres qui n'ont pas la capacité aujourd'hui, mais qui n'ont que le potentiel, et de les aider à pouvoir fournir ces produits et ces services et d'intégrer ces sociétés dans un réseau international. Alors, question, quels sont les freins au développement du local contact pour le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables? Le forum est à vous. Ah, vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Bon. Je peux peut-être oui, je peux peut-être répondre. Enfin, les freins, c'est l'accès en fait oui, l'accès au financement. Pour toute personne, pour toute société qui est étrangère, qui n'est pas locale forcément, c'est comment s'implanter peut-être dans le pays, comment financer, comment sortir, si on gagne de l'argent, comment faire sortir des fonds du pays. Et puis, voilà, sur la partie financement, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, hein, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, financement, et en même temps, tu as parlé du risque financier, là. Oui. D'accord. Si les règles changent dans le pays, les règles du contenu local, je pense, ou les règles de régulation dans les banques, si on veut faire un investissement sur 5 ans, 10 ans, et que les règles changent entre-temps, c'est compliqué. Bon, très bien, on va essayer de travailler ça. Est-ce que vous voyez d'autres points, par exemple sur la faible demande des produits locaux? Des produits non locaux, pardon. La faible demande des produits non locaux, c'est-à-dire qu'au fond, eh bien, à cause des pressions, produits et services, hein, on peut dire, non, l'Algérie veut se débrouiller tout seul et on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose même, venant de l'extérieur? Est-ce que vous avez des commentaires complémentaires ou est-ce que vous voulez qu'on travaille déjà sur ce sujet-là? Jean-Louis, c'est Bertrand Boudier. Oui. Oui, juste dire par expérience qu'un des freins pour les opérateurs internationaux de développer le contenu local, là, je ne parle pas de risque financier, enfin, c'est lié, c'est les risques techniques, parce que
c'est facile de prouver qu'au début, au moins, le développement local, c'est plus cher et plus lent, puisqu'il faut mettre, il y a de la formation à faire, il faut mettre plus de quality control, etc. Donc, l'opérateur aura toujours la raison pour dire on ne peut pas le faire malgré notre volonté parce que ça vous coûtera plus cher, il y a plus de risques et ça prendra plus de temps. Donc, si on ne le fait pas tout à fait au début de la conception du projet, une fois qu'on est en phase d'exécution, c'est trop tard. D'accord. Donc, on va appeler ça risque technique. Hein. Oui, oui, c'est des... On le traitera tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres points, on va traiter ces points-là. On va commencer par qui finance. Donc, le risque financier. Qui peut financer le développement de local content? D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de développement de local content? Pour nous, il y a deux éléments. Il y a l'état des lieux, on peut appeler ça le mapping, hein, l'identification des besoins, et l'accompagnement des entreprises pour se développer. Donc, au fond, le sujet principal, c'est l'accompagnement qui reste. Alors, je vais parler plutôt dans le sens direct. Pour ce qui est du mapping, certes, il faut trouver un financement. On va trouver personne aujourd'hui, enfin facilement, qui va dire tiens, moi ça m'intéresse, je vous finance. Enfin, ça sera peut-être. En tout cas, ce n'est pas les entreprises elles-mêmes. Les entreprises parapétrolières, les fournisseurs de produits et de services qui spontanément vont dire je vais financer le mapping. Ce n'est pas vrai pour les confédérations. Donc, on est en relation avec deux confédérations algériennes. La première, j'en ai parlé ce matin, c'est la Confédération générale des entreprises algériennes. Et la deuxième, c'est le Forum des chefs d'entreprise. Et l'une et l'autre ont été contactés pour la journée d'aujourd'hui, n'ont pas voulu venir. Mais c'est clair qu'à travers leurs publications, on a bien vu que ça fait partie de leur objectif, pas directement le mapping. Aujourd'hui, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a pas eu de mapping fait en Algérie, ce qui est invraisemblable. Ça a été fait dans tout un tas de pays, ça n'a pas été fait en Algérie. Compte tenu du développement pétrolier, ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Bon, donc le mapping, c'est un projet que dont je vais vous parler, on a travaillé avec Arclès et on est prêt à le fonctionner. C'est 100 000, c'est 100, c'est à peu près, c'est une centaine de jours de travail, c'est une centaine de jours de travail qu'il va falloir financer d'une façon ou d'une autre. Mais on ne parle pas d'un gros montant. Donc, et ce sujet mapping, des opérateurs pétroliers, par exemple Sonatrach, par exemple Total, par exemple, et les autres, pourraient peut-être intéresser à s'impliquer, chacun pour sa part, pour financer ce projet. Le deuxième sujet, c'est le financement de la formation. Alors, le financement de la formation, ça c'est clair, il sera financé directement par les entreprises qui répondront dans le cadre de leur réponse aux appels d'offres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner au moment où elles travaillent sur un appel d'offres, ou soit qu'elles se préparent à répondre sur un appel d'offres, soit qu'elles se préparent à se développer dans le cadre de leur plan de développement industriel. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le risque financier, la difficulté de remonter le profit vers la maison mère. Bon, ça, on sait que ça existe, on sait que ce n'est pas non plus irréversible, que c'est en train d'évoluer. À court terme, c'est ce qui nous a été dit ce matin, du reste, par le responsable de Total, de privilégier les contrats avec les sociétés internationales ou de passer par une filiale que l'on a localement, si on a une filiale. Et le troisième point, c'était la faible demande de produits et de services non locaux, parce qu'il n'y a pas de devise, parce qu'il y a une préférence nationale. Et la meilleure façon d'avoir des contrats de fourniture internationale, c'est de passer par la filiale locale. Mais là, on pourrait rajouter le risque technique. Et c'est ce risque technique qui justifie totalement qu'il y ait une application de produits et de services non locaux. Bon, voilà les points qu'on a couverts. Je continue mon exposé. Donc, on est clair, hein, on dit que en fait, notre cible, c'est l'ingénierie
des sites de production qui sont en production, des vieux sites de 20 ans, 30 ans, et pour lesquels il faut faire du re-engineering de sites. Donc, voilà, c'est ce qui est indiqué ici, tout ce qu'il y a dans ce processus d'ingénierie. C'est le processus classique de l'engineering et de la construction, mais ça se passe sur des montants beaucoup plus petits et sur une période de réalisation beaucoup plus petite aussi. Donc, il est normal que sur un sujet comme ça, les sociétés locales aient la part de lion. Aujourd'hui, elles n'ont pas la capacité, en tout cas certaines, et la grande partie n'ont pas les capacités de le faire. Donc, il nous appartient d'identifier celles qui peuvent travailler sur le sujet et de les accompagner pour qu'elles puissent avoir les compétences requises. Donc, les préconisations, c'est de se concentrer sur l'existant. C'est ce dont je viens de parler. La deuxième question que je vous ai posée au début, c'est quelles sont les opportunités pour les groupements franco-algériens que l'on pourrait bâtir pour répondre à des appels d'offres à l'international, que ce soit la Libye, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Mali. Voilà des pays qui connaissent bien l'Algérie, qui apprécient beaucoup l'Algérie, qui ont travaillé depuis un certain temps avec l'Algérie, y compris qui ont été formés pour certains à l'Institut algérien du pétrole. Donc les portes s'ouvrent, ils ont bien envie de travailler sur le sujet, mais aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une opportunité. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la partie, Jean-Louis, donc de ces groupements franco-algériens à l'international, ça serait quoi? Ça serait 51% algériens, 49% français, par exemple, pour pouvoir s'introduire sur ces marchés? D'accord. Donc, on peut parler de scénarios possibles, mais moi, je n'ai pas d'idée précise. Et je pense qu'il faut étudier toutes les possibilités que la société française soit majoritaire ou pas. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une répartition, une quote-part de l'un et de l'autre, et que la part française puisse être financée directement par le client final, en l'occurrence la Libye, par exemple. Voilà, c'est ça le sujet. C'est pour éviter les transferts de devises venant de l'Algérie, c'est tout. Hein. Et en même temps, utiliser la position, alors il y a beaucoup d'avantages, hein. C'est utiliser la position de connaissance très particulière de la Sonatrach et de ses filiales, d'un environnement qui est saharien, d'une part, qui est de vieux sites de production, d'autre part, avec des maintenances qui n'ont pas toujours été faites, et avec des gens qui n'ont pas peur de se retrouver dans des endroits dont la sécurité n'est pas la première qualité, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc tout ça, ça fait un package qui rend très attractif pour les voisins de travailler avec l'Algérie, mais qui, par contre, en même temps, en particulier, je pense à Total en Libye, qui ne sont pas prêts à accepter comme ça directement, pour les raisons qu'évoquait François tout à l'heure, je pense que c'était François, enfin, pour des raisons de risque technique en particulier, de sécurité. Est-ce qu'il y a des commentaires de votre côté sur ce sujet-là? Est-ce que Philippe est là? Philippe Justelinière? Non, il n'est peut-être pas là. Bon, parce que je sais que Jean-Louis, c'est Sadir. Oui, d'accord. Je voudrais quand même poser une question par rapport parce qu'on parle là de freins, d'accord, par rapport au développement du local content. Et comme vous le savez, ici au Sénégal, on vient fraîchement de découvrir le pétrole, le gaz, etc. Et là, quand on parle de freins, et par rapport à ce processus, on parle de main-d'œuvre locale. D'accord? J'aimerais savoir par rapport au financement, est-ce que réellement des formations sont prises en compte par rapport à l'accompagnement du processus pour, dans le long terme, penser aux main-d'œuvre locales? Voilà. Au Sénégal, c'est un cas un petit peu particulier où l'ADPME, c'est-à-dire l'association des PME, a comme statut de prendre en charge à un prix très, très attractif
la formation des entreprises, parce que le Sénégal, dans le cadre de son plan total de Sénégal émergent, a décidé de faire plein pot sur le développement du contenu local. Donc là, le problème de financement pour le Sénégal est un petit peu traité. Des sociétés comme APAV au Sénégal ont toute une offre de développement de contenu local, mais ils facturent évidemment au tarif international. Je ne sais pas si j'ai clarifié le sujet, mais Sadiq. Alors, le reste des financements, mais pour l'Algérie, parce qu'on ne va pas trouver, je pense qu'on ne trouvera pas auprès des confédérations patronales, d'une part, ni auprès des opérateurs pétroliers, des gens qui vont accepter de financer comme ça le développement du contenu local. Enfin, ça leur paraît complètement. D'abord, ils ne sont pas sûrs d'utiliser les sociétés en question. Et puis même, s'ils financent une société, ils ne sont pas sûrs que cette société va travailler pour eux après. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait marcher en Algérie. Par contre, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'une telle appétence de ce million d'entreprises, alors elles ne sont pas toutes orientées industrie, hein, à se développer en prenant l'opportunité de ce qui se passe, y compris dans le domaine pétrolier, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment droit parce qu'ils n'ont pas été portés par les grands groupes ou par les filiales de la Sonatrach, et puis qu'ils n'ont pas la crédibilité pour le faire. Voilà, donc il y a une telle appétence pour se dire, là au moins, il y a un supermarché. Et certes, il n'est pas pérenne pour très longtemps, et encore, on peut te dire, sur le gaz, ça va peut-être durer longtemps, mais derrière, il y aura les énergies renouvelables, derrière, il y aura les mines, que je pense que certains patrons, il y a dans ces sociétés, ces PME algériennes, il y a des sociétés qui ont de l'argent, qui sont dirigées par des patrons visionnaires, et qui sont prêts à saisir l'opportunité pour investir à condition qu'ils aient une visibilité sur le retour sur l'investissement. Donc, je pense que la formation, le coût de la formation, il ne devrait pas poser trop de problèmes. Ok, d'accord. Bon, okay. Parce qu'ici au Sénégal, bon, apparemment, c'est l'État qui prend en charge tout, hein, tout le processus avec ses partenaires. Oui, c'est ce que je disais à propos de la DPME, oui, bien sûr. Ouais. Mais peut-être parce que le chemin pour le Sénégal est plus long. Hein. Il faut dire que l'Algérie est quand même sacrément industrialisée. Hein. Ouais, bon, le Sénégal, il est un peu profane par rapport à ça, bon, parce qu'on vient juste de découvrir, hein, et la loi a été effectuée, bon, en 2019, ouais, c'est toujours nouveau. C'est pour ça, bon, voilà. Là, on parle de formation. Bon. Alors, en fait, là, je voulais vous dire que je voulais vous parler de la coopération entre la Sonatrach et la Compagnie nationale de oil de la Libye, coopération qui a été mise en œuvre en mai 2021. Donc, c'est pas vieux. Il y a eu un forum qui s'est terminé par des signatures de protocoles entre les directeurs des deux compagnies nationales, donc d'une part la Sonatrach et la CNC, pour profiter de l'expertise de la Sonatrach et de ses filiales pour améliorer le niveau de production et la maintenance des sites qui sont anciens et qui étaient perturbés soit par la guerre, soit par un manque de maintenance. Et il y a ce qui est intéressant, c'est que les 9 sociétés que vous voyez ici, ce sont des filiales, non, il y en a 8, ce sont des filiales de la Sonatrach qui ont signé directement cet accord. Alors, il y a des grosses structures. Moi, je connais très bien l'ENAC parce qu'on a fait une étude, j'en parlerai un petit peu plus tard, on avait envisagé de faire une étude de mise à niveau de l'ENAC au niveau international. L'ENAC, c'est une société de canalisation. Donc, c'est une grosse société de pipeline sur l'engineering et la réalisation des canalisations, que ce soit du pétrole ou du gaz. ENAFOR, ils sont dans les forages. ENAGEO, ils sont dans la prospection, de la géophysique. ENSP, c'est les services puits. ENTP, c'est les prestations de forage et de workover sur les puits. GTP, c'est la réalisation d'installations industrielles. GCB, c'est le génie civil et le bâtiment. Et Saphir, c'est la conduite de procédé. Cette société a été initiée au départ, c'était une filiale d'EDF, il y a quelques dizaines d'années. EDF avait créé une filiale qui s'appelait Saphir, ou c'est devenu Saphir. C'est un EPC sur les projets industriels. Voilà, c'est 8 sociétés
qui ne demandent pas au début à être supportés par les Français. Hein. Ils ont leur fierté, ils ont raison d'avoir leur fierté. Mais nous, on pense que sur un certain nombre de projets, il y a de la place pour des non-algériens, des spécialistes dans leur domaine pour apporter les compléments de services ou d'équipements dont ils pourraient avoir besoin. Ça paraît accessible. Et on a une opportunité sur la Libye qui est plus visible que l'opportunité sur le Mali, à cause du manque de sécurité au Mali. Bon, et c'est aussi, ça devient visible en Mauritanie, par exemple, parce que la Mauritanie va devenir un centre de production de gaz et d'hydrogène. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? La Sonatrach est présente, renommée internationale. Total cible la Libye, la Mauritanie. Alors, je dis Mauritanie à confirmer parce qu'il y a des études qui ne sont pas terminées. La CNPC, donc les Chinois, cible le Niger et le Mali. Voilà. Et ça, c'est l'avantage de la société. Je poursuis. Ma troisième question, le troisième sujet, quelles sont les étapes au développement de local contact, à votre avis? Et puis après, j'arrête de vous embêter. Première étape, c'est quoi? Je pense qu'il y a déjà le financement, non, Jean-Louis? Pas forcément. Pas forcément. Après, ouais. Donc des accords avec les régulateurs ou les personnes, enfin les entreprises ou les personnes clés, ministère de l'énergie, de l'éducation. Donc, comment on appelle ça? Les parties prenantes du pays. Voilà. Je vais essayer d'aller très vite, je regrette, mais voilà. La première étape, c'est le mapping. On ne peut pas faire quelque chose de sérieux si on n'a pas un état des lieux. Donc, il faut faire un mapping, un échantillonnage, 50 à 100 sociétés représentatives. Il faut les identifier, il faut les sélectionner, il faut les analyser. Ensuite, on pourra faire la promotion et l'identification d'un croix de capacité et les intégrer dans un réseau d'expertise. Bon, voilà, j'en ai terminé pour ma première partie. Je change de casquette, je prends la casquette d'Arclès, si la direction d'Arclès veut bien. De toute façon, j'ai travaillé aussi sur le sujet en liaison avec Arclès. Ça fait travail sur le sujet. Bien sûr, Jean-Marc, tu as tout notre support d'Arclès. D'accord, merci. Donc, on va parler de méthodologie, solution, approche, dispositif. Alors, donc la méthodologie. Donc, il faut d'abord définir les besoins. Les besoins des opérateurs et des parapétroliers, c'est-à-dire quelle est la demande des opérateurs de produits et de services. De quoi ils ont besoin pour monter leur projet. Donc, on va parler des rangs, du rang 1, on va parler de toute la chaîne, parce qu'il y a des besoins qui sont au rang 1, il y a des besoins au rang 2, etc. Et ensuite, on va pouvoir promouvoir les sociétés locales pour fournir. On va analyser leurs capacités. Et il faut faire une proposition de plan d'action pour développer ces entreprises. Alors, donc ici, vous avez les besoins actuels et futurs, les offres des sociétés locales, des offres existantes ou futures, des capacités. Et puis tout ça, on va les mettre dans notre processus de mapping, matching, et on va identifier les formations qu'il faut faire pour accompagner ces entreprises. Alors, je vais juste vous changer, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de vous donner des exemples. Je vais arrêter, ou je passerai après. Ça serait peut-être plus simple pour moi. Donc, le projet, il est en phase, il y a 4 phases. La première phase, c'est on a une liste d'équipements et de services. Aujourd'hui, c'est une liste de 120 produits et services dans le domaine pétrolier qui sont répartis par catégorie. Et on a aussi identifié un certain nombre de sociétés potentielles. On a une centaine de sociétés potentielles, voilà, qui pourraient fournir ces produits et ces services.
Eh bien, la première phase du projet, ça va être d'ajuster la liste des équipements et des services, en particulier en tenant compte des besoins des opérateurs et des contracteurs. Donc, il va falloir aussi, quelque part, interviewer certains opérateurs et contracteurs. Et puis, il va falloir ajuster la liste des sociétés. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire des enquêtes quantitatives et qualitatives, une évaluation, une identification des écarts, des plans de formation, des plans d'accompagnement. Ça serait sur une dizaine d'entreprises. Et ensuite, on va généraliser pour en gros une centaine d'entreprises. Et on va se servir de la plateforme Convergence comme outil d'accélération et de généralisation, de mobilisation et de contact avec des entreprises qu'on n'aurait pas forcément identifiées au départ et qui pourront se connecter parce qu'ils en auront entendu parler et qu'on va intégrer dans notre analyse. Voilà. Voilà un petit peu le processus. C'est ça qu'on se propose de faire en 100 jours de travail. Voilà un exemple de l'enquête. L'enquête porte sur 6, je pensais qu'il y en avait 7, mais enfin bon, 6 types. Dans les projets, il y a les équipements électriques, le petit matériel technique, il y a le forage et complétion, il y a l'intégration, il y a les constructions diverses. Ensuite, il y a les besoins en exploitation, il y a les besoins en solarisation, et puis il y a l'autre, ce qui est en dessous, c'est les besoins, je pense, en pipeline. Il faut que je retrouve les besoins en pipeline. Voilà. Alors, pour tous ces besoins, on a des questions en disant, mais vous qui êtes parapétrolier, où est-ce que vous en êtes sur la fabrication des structures de cuves et de tuyauterie? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes très bon? Ou est-ce que c'est en projet? Tout ça va être consolidé automatiquement. On aura d'une part l'information unitaire et on aura la consolidation qui nous permettra après de visualiser, par exemple dans le cas des pipelines, on a fait une petite consolidation sur l'expérience en approvisionnement, en électricité, etc. On a cumulé les sociétés qui répondent en ayant une expérience limitée ou en pratique, etc. Et puis, à ces sociétés, on va leur poser des questions qui sont des difficultés qu'ils rencontrent actuellement dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du HSE, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'excellence opérationnelle, dans le domaine de la supply chain, des systèmes d'information, du marketing, de la stratégie, et on va essayer d'identifier leurs besoins de développement. Alors, moi, je vais arrêter et je voudrais juste prendre des exemples. Je vais essayer de vous montrer des exemples. Jean-Pierre, j'ai combien de temps encore? Bon, clignote du mot qu'on sent. Jean-Pierre, tu es sur mute. Jean-Pierre, on ne t'entend pas. Oui, pardon. Non, vas-y, Jean-Louis, on a le temps. OK. Alors, là, je suis, par exemple, je suis là. Ça, c'est une demande qu'EFASEC a bien voulu nous donner comme réponse. Ça va être un petit peu intéressant. C'était juste sur les besoins d'EFASEC vis-à-vis des locaux et quelles sont leurs habitudes. Voilà. Par exemple, là, je suis sur la partie D, puisque la partie D, c'est la partie qui nous intéresse, c'est la solarisation. Sur la solarisation, on leur a demandé sur les mêmes listes de produits et de services, quelles sont leurs habitudes. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter localement ou est-ce qu'ils ont l'habitude, ou ce n'est pas possible, c'est les fournisseurs internationaux parce que c'est trop spécifique. Donc, vous voyez, la position des FASEC informelle, aujourd'hui, et non officielle, c'est de dire que pour les fabrications de structures, cubes et tuyauteries, l'essentiel est acheté localement. Pour tout ce qui est de services restauration, études conseils, c'est du achat local systématiquement. Voilà, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà le type de réponse qu'on a, non pas des fournisseurs de produits et de services, mais non pas de l'offre de produits, mais de la demande, que ce soit des opérateurs ou des contracteurs.
Donc, tout ça, ça nous donnera une bonne visibilité de ce qu'on doit développer en priorité. Voilà, donc ça, on continue. Ça, c'était sur les différents sujets. Et même sur le pipeline, on a des informations. Voilà. Donc, et puis, en même temps, on a posé des questions sur les stratégies de développement. Bon, ça, c'était le premier point que je voulais vous montrer. Je vais arrêter et puis je vais recommencer. Je vais essayer de prendre... Non, ça c'est pas sec. Donc, alors, voilà. Alors, je vais vous présenter l'enquête l'enquête sur le secteur parapétrolier. L'enquête du secteur parapétrolier. Voilà. Donc, afin de faciliter la poursuite, donc voilà le questionnaire qu'on a en ligne. Bon, alors donc, voilà, quand on remplit le questionnaire, on remplit. Ça ne partage pas encore là, hein, Jean-Louis. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Je vais essayer de me mettre sur le partage. Hop. Alors. Ça, c'était FA-sec, donc c'est pas ça. Voilà, vous le voyez? On voit. Voilà, donc là, c'est l'enquête parapétrolier. Voilà, donc c'est ce que vont avoir les différentes entreprises à qui on va envoyer, sans doute à travers Convergence.link, mais ça, on verra comment on le fait. Peut-être pas dans la première étape, mais après, ce sera dans Convergence.link, ils pourront se relier directement sur l'enquête en ligne, où ils disent ce qu'ils font, leur chiffre d'affaires, leurs activités. Alors là, activités dans les équipements, matériels et machines. Alors, on pose leurs questions en disant est-ce que vous êtes en projet ou en expérience limitée ou opérationnelle? Le forage et complétion. Les intégrations. On est dans la partie construction, là. Ensuite, on est construction et diverses. L'exploitation maintenance. Les activités en solarisation. Voilà les questions qui sont posées. Bilan énergétique, dimensionnement des installations, monitoring, enfin voilà, conduite. Tout ça, ce sont des questions de produits et de services. Et les pipelines. Et ensuite, on leur pose des questions sur leur domaine d'activité principal, leur proportion de leur activité par secteur, ceux qui voudront bien répondre. Tout ça, c'est facultatif, évidemment. Et là, c'est les questions où on précise davantage, en termes de ressources humaines, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. On fait la même chose sur les financements, sur HSE. Par exemple, sur HSE, la sécurité des personnes, la santé des personnels, réglementation environnementale.
Voilà tout ce qu'on demande comme information. Alors, c'est très rapide parce qu'on n'est pas obligé de tout remplir. Voilà. Et après, on envoie. Et le fait d'envoyer, alors, ils en ont une trace, ils peuvent à chaque fois, c'est comme les impôts, avant la date limite, on peut modifier tout ce qu'on veut. Et puis, c'est intégré au niveau central et ça nous permet d'avoir un rapport de mapping. Tout ça pour vous dire que les outils sont prêts. C'était la raison de ma présentation, pourquoi je suis rentré dans les détails sur le sujet. Voilà, j'ai terminé, je pense, Jean-Pierre, ma partie. Je te donne la main. Merci Jean-Louis. On continue avec ton document. Oui. Ou je le prends de mon côté. Je peux le prendre. Non, je peux le prendre de mon côté si tu préfères. Mais voilà, c'est comme tu préfères. Voilà. Bon, si tu préfères le prendre, je te le dis. Bon, je le prends. Donc c'est le temps de l'ouvrir, voilà, et puis de le partager avec vous tous. Voilà. Donc je vais aller. En fait, j'avais juste peut-être une question parce que tu as mis ici l'utilisation de la plateforme, c'est en phase globalisation. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, elle peut pas aussi être utile, à ton avis, avant? Alors, si tu veux, avant, on est vraiment en prototype. Donc, je pense qu'on va choisir les entreprises que l'on va auditer, les 10 entreprises. Oui, donc là, on est dans une logique de panel en fait limité. Oui, c'est ça. Donc là, le support accélérateur de convergence, en l'occurrence, ça ne sera pas utile. Mais, voilà. Alors, bon, Jean-Louis avait intitulé cette partie-là le booster plateforme de convergence. Avant peut-être de voir si ça peut être et dans quel cadre ça peut être un booster, je propose d'avoir en fait une réflexion rapide sur les outils et dispositifs d'accompagnement de la mise en œuvre du local content, puisque en fait c'est un peu ça le sujet. Une fois qu'on est clair sur la stratégie, les outils, maintenant derrière, comment on met en œuvre concrètement en fait et on fait réussir le projet. Donc, parmi, je dirais, des enjeux évidemment auxquels on peut répondre dans cette mise en œuvre, il y a ces enjeux de visibilité, de mise en relation, d'accès aux informations, d'accès aux opportunités, on en parlait un peu ce matin, et de développement des capacités des entreprises. Donc, ce que je voulais, c'est peut-être replacer ça dans le cadre des enjeux globaux du local content pour l'ensemble des acteurs. Bien évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est répondre à ces enjeux, aider nos partenaires, que ce soit les agences gouvernementales, les sociétés nationales, les opérateurs et aussi les entreprises, bien sûr, à réussir à atteindre leurs objectifs. Exemple de question, évidemment, pour un pays comme l'Algérie, comment faciliter l'émergence de savoir-faire, de talents locaux dans ces secteurs stratégiques, comment s'assurer que la sauce va prendre, vous voyez. Donc, on ambitionne d'aider finalement un pays, une agence gouvernementale à répondre à cette question. Pour les opérateurs internationaux, là, c'est l'identification de partenaires locaux, compétents, formés, etc., dont ils auront besoin pour respecter leur cahier des charges. Donc là aussi, nous, on ambitionne avec finalement les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre de répondre à ça. En ce qui concerne les entreprises, donc j'en ai déjà parlé. Ce que j'illustrerai avec une démarche, je dirais, convergence, le point 1 qui est le sujet de la visibilité pour l'ensemble des acteurs, à la fois pour ceux qui doivent être repérés et ceux qui ont besoin de repérer justement et d'identifier les compétences locales. Donc justement, si on focus sur ce sujet de visibilité alors, et aussi de mise en relation,
à votre avis, quels sont les types de solutions et outils que vous avez en tête et qui peuvent être utiles? Alors, ce que je voudrais, c'est peut-être que chacun prenne 1 minute, 2 minutes de réflexion pour ensuite partager. Donc là, on est évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre visibles des entreprises qui sont peut-être pas connues, qui ont des expertises, des potentiels, mais on ne le sait pas. Donc, à votre avis, comment ça peut se passer, vous voyez, concrètement? Ah, j'attends 1 minute, moi, de mon côté, avant de vous laisser. Je vous laisse ce temps de réflexion. Donc, l'interactivité en webinaire Zoom, elle est évidemment moins évidente qu'en présentiel si on était dans une salle ensemble, mais on va essayer quand même de le faire. En termes de visibilité, si je peux commencer. Alors Bertrand, allez-y, Bertrand. Oui, chaque société d'une certaine taille, en général, toutes les sociétés adhèrent au Global Compact, hein, qui reprend les objectifs de développement durable, et chaque société doit, une fois par an, faire du reporting sur notamment le local content. Local content, ça revient, c'est dans l'objectif 17 des Nations Unies. Tous les pays et les grandes sociétés ont ratifié ces accords, ces engagements. Donc, l'engagement numéro 17, qui est le développement de partenariats, fait explicitement allusion au développement local. Le reporting de toutes les sociétés est public. N'importe qui peut accéder au niveau du Global Reporting Initiative sur le reporting de chaque société et ses réalisations en développement local. Donc, en termes de visibilité, une société, c'est un très bon outil marketing. On peut voir ce que font les concurrents, mais on peut aussi vraiment expliquer qu'est-ce qu'une société fait en termes de développement local et qu'est-ce qu'elle a fait. Et ça, c'est public et c'est obligatoire pour les sociétés membres du Global Compact. Vous pouvez nous partager où est-ce qu'on peut trouver ces informations sur un pays donné, par exemple? Est-ce qu'il y a un support aujourd'hui qui existe? Alors, le support, c'est pas par pays, c'est par société. Donc, vous allez le prendre sur chaque opérateur, Shell ou Total. Si vous regardez son rapport de développement durable sous le format Global Reporting Initiative, il y a sous l'objectif 17 des Nations Unies, l'agenda 2030, créer des partenariats et chaque société doit faire le reporting de qu'est-ce qu'il a fait pour le développement local dans les pays où il est intervenu. Et ça, il n'y a pas de confidentialité. C'est-à-dire que n'importe qui peut regarder. Est-ce que là, quel type d'informations? Est-ce que c'est des chiffres globaux ou est-ce que là, il peut y avoir aussi des informations utiles, opérationnelles, comme le nom des partenaires locaux qui travaillent, par exemple? Donc, il y a des chiffres, des montants, mettons, mais ce n'est pas suffisant parce que les montants ne veulent rien dire. Enfin, veulent rien dire, ne sont pas forcément représentatifs de l'effort, mais il y a la liste des sociétés avec lesquelles ils ont loué des partenariats ou la formation qu'ils ont faite localement pour aider à ces partenariats au développement du local comptable. Donc, il y a les noms des sociétés parce que c'est auditable. Ouais. Donc, c'est clair que ça peut être... Ouais. Allez-y, pardon. Non, donc, c'est une grande source d'information et de visibilité. Et en plus, par définition, si les sociétés qui adhèrent au Global Compact s'engagent, il n'y a pas de problème de confidentialité. Donc, vous pouvez
juste ne pas réinventer la poudre et se servir de ce que d'autres ont fait pour capitaliser sur votre propre développement. Alors, quand vous dites il n'y a pas de problème de confidentialité, parce que est-ce que là, vous pouvez préciser, parce que si je suis un grand opérateur et que je publie la liste de mes partenaires, bon, je disclose, c'est très bien, mais est-ce que dans certains cas, sur certains projets un peu spécifiques, est-ce que là, je n'ai pas justement intérêt à garder l'information pour moi et à ne pas la diffuser publiquement? Ah ben, c'est tout le problème, justement, de business, de tout ce qui est business éthique et la transparence et l'implication des parties prenantes. Il y a dans le reporting, en gros, on va dire, des Nations Unies, l'obligation de transparence. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de donner tous les moindres détails, mais il y a beaucoup d'informations très intéressantes pour savoir ce que vous faites et ce que les autres ont fait sur un projet, sur un site d'exploitation, etc. Très, très intéressant. Merci pour cette contribution, Bertrand. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait compléter avec une réponse à cette question-là qui est posée? Alors, je viens juste de regarder sur le site de Total. Il y a en effet donc développement durable et il y a tous les rapports qui sont donc on peut télécharger avec toutes les informations. Voilà. Et est-ce qu'on peut aussi, question à vous Bertrand, est-ce qu'on peut imaginer que ces pratiques, elles vont devenir de plus en plus importantes et se généraliser, pas seulement aux grands opérateurs, mais aussi à toutes les sociétés finalement qui travaillent dans les différents pays, je dirais, concernés? Oui, oui, et une des raisons pour laquelle ça se développe, et même, on dirait, aux entreprises de taille moyenne, c'est qu'aujourd'hui, des grands opérateurs, bon, moi je viens de Shell, mais que ce soit Total ou c'est pareil, on ne consulte et on ne fait des partenariats, on ne passe des contrats et on ne qualifie que des sociétés, ou même des PME ou PMI certaines fois, qui souscrivent au Global Compact, donc qui s'engagent à faire ce reporting. Donc, les gens n'ont pas le choix. C'est un peu comme l'ISO 9001 il y a 30 ans, quoi. Donc, avis à tout le monde et puis à nos amis algériens. Vous avez vu le reporting. Là, Jean-Louis vous a montré un outil. On est prêt pour avancer. Ce que je voudrais, c'est illustrer avec avec deux ou trois dispositifs notre propos. Avec là un exemple de réponse, de démarche pour créer de la visibilité. Donc, créer de la visibilité à deux niveaux auprès de deux types d'acteurs. Donc, les grands acteurs, je dirais, qui sont à l'origine des initiatives local content, ça peut être un grand opérateur, mais aussi, bien sûr, les sociétés du local parapétrolières qui sont structurés ou moins structurés et qui ont envie, je dirais, et un besoin de visibilité. Donc, dans une démarche, dans un dispositif, si vous voulez, on se propose de mettre en avant et de mettre en avant donc, les acteurs, les offres, les savoir-faire, et aussi le projet, et d'utiliser évidemment les outils de la communication digitale, et évidemment pour être le plus efficace possible au départ, où on a besoin en fait de ratisser, je dirais, le plus large possible pour identifier les compétences et les sociétés donc, susceptibles d'intervenir derrière sur les projets. Donc, qu'est-ce qu'on recherche en termes de bénéfices? C'est mettre en visibilité des savoir-faire métiers locaux. On cherche aussi à motiver peut-être des entreprises internationales à venir aussi à s'intéresser à des projets. Je crois clairement on a besoin de le faire pour l'Algérie. On a besoin de motiver les entreprises européennes, les entreprises africaines à venir travailler en Algérie. Aujourd'hui, les Algériens le savent parfaitement, mais voilà, on fait ce qu'il faut pour. Et puis, on veut aussi
apporter un avantage immédiat aux donneurs d'ordre du projet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, là, c'est l'opérateur national, c'est le donneur d'ordre international qui veut aussi que son projet, son initiative de recherche de partenaires locaux soit connue et qu'on communique dessus. Et donc, nous, on a déjà proposé, on met en œuvre ce genre de dispositif. Vous voyez sur la droite de l'écran les différents outils qui vont être combinés en fait pour atteindre ces objectifs de mise en avant des projets, de repérage en fait des acteurs et de communication sur les objectifs local content que peut se fixer un pays ou un opérateur national. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, un exemple de dispositif qu'on est capable, nous, de mettre en œuvre au niveau d'un pays, en partenariat, évidemment, avec nos partenaires ACP. Alors, maintenant, peut-être une autre question qu'on va, et là, on va aller plus vite pour la suite. Je vais, Jean-Pierre, si vous voulez bien. Excuse-moi, Jean-Pierre, juste sur ce point-là. Tu posais une question sur l'expérience qu'on avait d'autres systèmes de mise en relation. Je voudrais juste faire un point de clarification sur la solution préconisée par Evolent qui s'appelle My Energy Link. Oui. Parce que j'en ai parlé dans un dernier bulletin, mais je pense que c'est le moment de clarifier les choses. Oui, ça c'est très bien. Alors, oui. My Energy Link, c'est pas la première fois qu'Evolent fait un outil de cet ordre. Ils avaient fait déjà un outil pour le Moyen-Orient, en particulier pour Shell et pour Oman. Donc, My Energy Link, c'est une plateforme qui a été développée par Total et Saipem avec le support d'Evolent pour un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui a pour objectif de mettre en relation des entreprises internationales et des entreprises locales. Alors, c'est la mise en relation des entreprises à partir d'un moteur de recherche et surtout d'un millier de références d'équipements et de services qui sont classés en catégories civil work, construction, maintenance, electrical motors, etc. Voilà, donc on retrouve tout un tas de catégories. Et dans ces catégories, il y a éventuellement des définitions, donc c'est très lourd parce qu'il y a un millier de références éventuellement à remplir, sur lequel celui qui est en recherche de partenaire local ou le partenaire local qui est en recherche de fournisseurs internationaux coche le service ou le produit correspondant de façon à avoir une mise en relation directe. C'est assez lourd. Et à mon avis, notre démarche, elle est complémentaire. Ça, je pense que c'est un outil vraiment au moment de la réalisation des projets. Là, on est en phase où on n'a pas beaucoup de temps, on a besoin de faire une recherche automatique sur une population par rapport à un produit et un service. Nous, ce dont on parle, c'est la partie amont, c'est-à-dire la partie d'identification, la partie mapping, la partie état des lieux, qui ne peut pas se limiter à des produits et des services bien spécifiques. Parce qu'autrement, on va pas trouver. Il vaut mieux travailler par des sous-ensembles. Voilà. Donc, nous, on prétend, mais je n'ai pas clarifié avec le responsable du local contact chez Evolent, mais même si avec Jean-Pierre, on l'a rencontré 2 fois, je crois, c'est pas encore tout à fait clair le positionnement relatif des uns et des autres, mais en gros, une fois de plus, on ne joue pas dans la même cour. On n'est pas dans le même objectif. Nous, on est vraiment dans un objectif de préparation de terrain sur un sujet qui n'a pas été fait. Je ne pense pas, et c'est la difficulté qu'ils rencontrent actuellement en Angola où ça vient d'être mis en place, vient d'être lancé. Je ne pense pas qu'on puisse lancer My Energy Link sans avoir fait au préalable un état des lieux, une sensibilisation des différents acteurs, parce que tout simplement, il n'y aura pas de réponse. Voilà, et puis il y a besoin aussi, avant d'aller là-dessus, de trier. Tout le monde n'a pas vocation à aller sur des plateformes très spécialisées, très élaborées, et vraiment très métiers.
avec un niveau d'exigence élevé. Donc, il y a d'abord voilà, des étapes obligées et il faut des outils aussi pour ces premières étapes, en fait. Hein. Bon, ce que je propose, c'est d'aller, on termine, on se donne encore 5 minutes, même si on est un peu en retard. Je vous renvoie au bulletin du mois de juillet de 290, si vous ne l'avez pas lu, qui parle assez longuement de Maï Énergie. Ce que je voudrais, c'est que c'est compléter en fait l'illustration des outils des démarches avec une approche d'accompagnement et de renforcement de capacité. Donc là-dessus, je vais laisser Nadia commenter en fait ce slide-là. Donc on est bien dans des illustrations toujours hein, de dispositifs, d'accord, et d'accompagnement de la mise en œuvre du local content. Donc, on avait un premier volet dispositif de communication avec effectivement des outils comme Convergence, mais il y a aussi des démarches de développement des entreprises qui sont évidemment très importantes. Nadia, je te laisse le floor. Thank you. Merci. Alors, entre 2009 et 2021, j'ai travaillé sur 3 projets local content avec un accompagnement donc, de développement des entreprises PME, PMI dans 3 pays différents, l'Angola, le Ghana et le Mozambique, donc tout récemment. Alors, je ne reviendrai pas sur la partie diagnostic donc des PME, PMI. Ça, c'est vraiment la partie mapping qui a été faite donc, sur le même format que le formulaire à remplir avec des facilitateurs pour permettre en fait aux toutes petites entreprises qui n'avaient pas accès à Internet de pouvoir donc remplir ce formulaire et d'avoir plus d'informations plus complètes. Ensuite, donc, dans ces différents programmes, on s'est focalisé sur la formation des futurs formateurs et facilitateurs. Donc, on s'est rendu compte que donc il y avait un vrai besoin dans chaque pays d'avoir des personnes locales qui étaient capables de travailler sur les différents projets et programmes qu'on allait mettre en place. Donc, on s'est vraiment focalisé sur trouver en fait des pépites sur place qui pouvaient, que ce soit dans des centres de formation ou ailleurs. Donc, tous ces programmes, bien entendu, c'est pour favoriser donc, le développement de l'industrie en renforçant donc, la compétitivité des entreprises locales, donc, grâce en fait, à des solutions personnalisées. Et on a, sur les 3 projets sur lesquels on a travaillé, on a vraiment intégré les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est les régulateurs, les opérateurs, les contracteurs EPC. Alors, il y a aussi, bien entendu, tous les ministères de l'énergie, de l'éducation, etc. Mais aussi les équivalents de ce qu'on appelle le MEDEF, donc en France. Donc, tout ce qui est confédération, association, syndicats professionnels dans les différents secteurs d'activité. Et on s'est appuyé aussi sur les incubateurs. Donc, dans certains pays, ils sont dirigés par des banques privées ou d'autres organismes et ils ont vraiment des pépinières d'entreprises avec des programmes vraiment détaillés. Donc, on s'est appuyé là-dessus. Alors, pour être assez brève là-dessus, donc il y a toute une partie de cours en ligne ou des cours de formation donc face à face en présentiel, avec vraiment basé sur des cours donc pour développer un socle de formation donc de base pour remettre on va dire toutes ces entreprises et ces entrepreneurs sur un même niveau. Tout le monde n'était pas au même niveau. Ensuite, donc, il y a eu des formations qui étaient plus adaptées en fonction donc, des besoins de chacune des entreprises, sachant que ces entreprises n'avaient pas tous le même niveau de maturité, la même. Alors, on a essayé quand même de regrouper les entreprises par secteur d'activité, par maturité, par taille, etc. Une des solutions qui a très très bien fonctionné, c'est la partie bootcamp.
Donc, juste pour vous dire, c'était donc des semaines d'intégration avec 2 heures de théorie le matin et 3 heures l'après-midi, donc de pratique, avec des ateliers, des facilitateurs dans différentes activités de sujets, etc. Donc, c'était vraiment pour que ces entreprises les représentants de ces entreprises puissent donc se regrouper, échanger et puis apprendre, bien entendu. Mais c'est pour comprendre en fait où ils en étaient dans leur parcours de PME, PMI face à un marché qui allait s'ouvrir avec des opérateurs, donc pétrole et gaz. Donc, dans quel secteur, connexe, proximité, etc. Donc, je ne reviendrai pas sur la partie. Donc, le contenu, c'est du marketing, c'est le business plan, c'est les offres de services, études de marché, l'étude des concurrents. Il y avait toute une approche organisation, méthodologie, management, déontologie, compliance, ressources humaines, bien entendu, marketing, comptabilité, etc. Sans parler donc de leur apprendre comment répondre à des appels d'offres. Donc mettre en place des contrats, etc. On les a aussi accompagnés sur la partie partenariat avec des sociétés étrangères, donc avec des cabinets d'avocats qui les aidaient à faire donc des contrats pour qu'ils ne perdent pas de plume dans ces partenariats. Il y avait toute la partie donc mentoring, bien entendu, et coaching des chefs d'entreprise, des managers. Et puis l'accès, l'enregistrement dans les bases de données professionnelles, comme a pu en parler Jean-Louis et Jean-Pierre, parce que c'est bien beau d'avoir une PME, PMI locale, il faut encore pouvoir répondre aux appels d'offres et savoir et se rendre visible sur le marché et savoir répondre à ces appels d'offres. Une question, Nadia, si c'est possible de t'interrompre. Quels sont les indicateurs de mesure de succès d'un programme comme ça? Alors, il y avait là donc la participation. Donc, alors les programmes étaient faits avec à peu près une cinquantaine d'entreprises dans les mêmes secteurs à peu près les mêmes secteurs d'activité. Alors, c'était déjà le premier indicateur, c'était de la attendance, comment dire, le fait de participer. Ensuite, alors quand on les a suivis au long cours, on savait quand ils avaient rempli le formulaire quel était leur chiffre d'affaires au départ, et donc le chiffre d'affaires 6 mois après, 1 an après, ou 1 an et demi après, ou 2 ans après. Donc ça, c'est un bon indice. Et puis le nombre de ressources. Si l'entreprise au départ commençait avec 10 personnes et finissait avec 50 ou 60 personnes, ça voulait dire qu'ils étaient capables de voilà, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes au niveau des ressources humaines. Il y avait aussi un autre indicatif, c'était la partie certification, donc ISO 9000 et quelques, etc. Donc ça, c'est aussi important. Ça montre que l'entreprise a évolué, surtout s'ils n'avaient pas de certification au départ et qu'ils en ont obtenu, ce qui, comme vous le savez, n'est pas chose facile, surtout dans certains pays donc africains. Voilà, donc pour donner un exemple, on a, voilà, c'est… Très intéressant. Merci beaucoup. Je te coupe parce que on va devoir, si peut-être tu veux juste conclure à ce moment-là en une phrase, tu vois. Oui. Alors, avancer. La conclusion, c'était la meilleure façon de… les résultats, on les a vus quand on avait tous les parties prenantes qui travaillaient dans le même sens, c'est-à-dire travailler ensemble, main dans la main, en mettant donc dans le chapeau commun les ressources, l'argent, les financements, les lieux, donc les salles de formation ou etc. Donc de mutualiser tous les efforts et de travailler dans un même sens avec un reporting, bien entendu, un steering committee, donc pour qu'on décide et qu'on puisse donc analyser les résultats et les retours d'expérience. C'était vraiment un travail de partenariat. Et puis le réseau, je pense que la partie réseau, networking entre les entreprises était vraiment une clé de succès